Et donc, nous, on s'est plié un jeu entre nous. Et c'est un petit peu comme ça qu'on va faire la présentation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé, bien sûr, au dispositif, au fait qu'on l'a entendu de plusieurs personnes aujourd'hui, le dôme devient un instrument, un dispositif, une sorte de partition. Mais nous, on s'est intéressé peut-être au niveau un peu plus méta aussi, c'est-à-dire le dispositif de création média. Comment on organise toutes ces choses dans notre tête. Donc, les dispositifs technologiques, bien sûr, mais tous les autres dispositifs. Et donc, on s'est fait un jeu entre nous qu'on va continuer avec vous aujourd'hui. Et une des actions, ça a été de dire, vas-y Louis-Claude, écoute ma pièce, ne fais qu'écouter. Et Louis-Claude l'a fait sans filet, sans instruction. C'est quelqu'un de sensible aux arts, mais ce n'est pas non plus un musicien entraîné, on va dire. Et donc, sans plus tarder, on va écouter la pièce, donc, et puis on va parler après, pour suivre le même processus ensemble.
c'est Andrieux qui parle de l'immersion versus l'immersion. Parce que bien sûr, pendant beaucoup d'années, on faisait du multi-channel recording, multi-channel speakers, composition, etc. Et finalement, on en était venu presque à la conclusion que plus il y a de haut-parleurs, plus c'est immersif. Et hein, c'est un petit peu ça quand même. Mais on a évolué. Et puis est arrivé ce concept d'immersion, c'est-à-dire comment on reçoit dans notre corps. Et je fais un lien à ce niveau-là avec Gabriel qui disait que tout d'un coup, en étant dans le dôme, mon corps était là. Donc, tu ne l'as pas dit comme ça, mais bon, voilà, j'improvise. Donc, pour citer Andrieux, l'immersion est une plongée du corps dans l'élément par le moyen d'un dispositif ou d'un milieu immersant. Alors que l'immersion, c'est l'activation dans le corps des effets du milieu ou de l'élément. Donc voilà le contexte de cette pièce en hommage à notre chanteuse Pauline Vaillancourt. Donc, je vais me refocuser sur notre échange, Louis-Claude et moi. Donc, on a voulu explorer cette idée dans un processus de création, comment tous ces dispositifs technologiques et les personnes, les agencements donc, de processus, de matérialité, comment tout ça joue. Et donc, c'est une première itération à deux ensemble, Louis-Claude et moi. Et donc, j'ai fait un genre de reverse engineering à partir de cette pièce-là et de différents schémas que je me créais pour m'aider un peu dans la vie avec toutes mes difficultés. Et donc, je commençais à réfléchir sur les processus de création. Voici un premier schéma où on voit une forme itérative assez traditionnelle avec l'idée d'une récursivité progressive et valorisation exponentielle. Donc, c'était bien à écrire, c'était bien à me lire. Et puis, bon, voilà. Mais il y avait déjà à gauche cette idée de fabulation, intuition, hypothèse. Et donc, finalement, ça m'a amené à un deuxième schéma où tout d'un coup, tout ce qui est processus, la personne s'est déplacée vers la gauche. Et là, l'expérimentation, l'intégration, les multiples entrées en bas, les petites flèches, pour finalement arriver à ce schéma que je voulais vous montrer principalement, où tout d'un coup, à l'époque aussi, j'étais un peu fasciné par Louis Beck et son épistémologie fabulatoire. Ou, juste pour l'anecdote, ce Louis Beck, qui est un zoosystémicien, a inventé 10 ans avant que ça soit découvert scientifiquement, a inventé un genre de ver qui vivrait dans les soufrières et qui serait donc viable, et un genre d'anguille qui vivrait dans la noirceur au fond des océans. Et donc, 10 ans plus tard, on a eu les découvertes, des appareils capables d'aller dans les abysses, on a découvert que ça existait. Donc, pour lui, la fabulation, plus on fabule étant humain, plus le résultat de cette fabulation aura valeur humaine si on ne se freine pas nous-mêmes. Et donc, finalement, en discutant avec Louis-Claude, on s'est dit que, moi, je me suis vu comme étant très proche des propositions de Louis-Claude. Et là, tout d'un coup, l'objectif à droite qui est la mise en œuvre, et finalement, est devenu un objectif secondaire, parce que finalement, si on regarde ça, c'est une méduse. C'est une œuvre... c'est un schéma... je m'excuse, je m'éloigne du microphone. Bon, là, c'est le professeur appelé par le... Donc, je suis là, Casey, ne t'en fais pas. D'accord. Donc, finalement, oui, il y a la mise en œuvre qui, auparavant, était l'objectif principal, à droite, mais finalement, cette méduse s'en va vers la gauche. S'en va toujours vers désir, fabulation, saisissement, intuition, procédés, petites unités, nos intentions, toutes ces choses qui nous constituent, où finalement, on est des êtres de projet, mais à travers nos projets, le projet principal, c'est nous-mêmes, finalement. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit que je me suis joint à Louis-Claude, qui va nous parler, lui, de son côté, de son cheminement, de son écoute. Donc, Louis-Claude, j'affiche... donc, je te laisse expliquer, voilà. Vas-y, tu me dis quand tu veux que j'avance dans le texte.
Parfait. Merci Simon-Pierre. Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord, avant de commencer à parler, dire quelque chose. Je voudrais féliciter toutes les présentations, les pièces. J'écoute depuis ce matin. Et, vraiment, grande félicitations. Et je me sens un peu un corps étranger. Donc, je vais y aller. Voilà. Donc, effectivement, Simon-Pierre, c'est une conversation qu'on avait commencée l'année dernière avec chacun une présentation. Moi, j'avais formaté mon truc très PowerPoint et puis autour du dispositif média. Pour la mémoire, le dispositif média qui comportait trois types d'entités. Les entités des personnes, les entités matérielles et les processus. Et puis, les étudiants, s'il y en a ici, oui, j'en reconnais un peu ici, qui subissaient mon enseignement, ben, à ce moment-là, tout le monde est passé au travers du dispositif média. Et puis, première malversation, Simon-Pierre n'est pas passé par le dispositif média, il est allé chercher autre chose et je le salue. Maintenant, avant même, si vous voulez, de commencer mon truc, pour faire la conversation, Simon-Pierre, j'aimerais ça t'entendre sur appelons ça la fluidification que tu opères entre les personnes, les processus et puis les entités matérielles. Notamment, et là, je révèle une partie de notre conversation qu'on avait commencé en Zoom, entre plusieurs autres Zooms, qui est, pourrais-tu m'en parler un peu plus? Et puis après ça, on va continuer avec moi. Oui, d'accord. Donc, ça, c'est la partie qu'on avait dit dont on ne discuterait pas, si je me souviens bien. Effectivement. Ça, c'est dans conversation, tergiversation, malversation. Voilà une première malversation. Alors, revenons dans les gencives. Alors, j'y vais. Oui, la question de la fluidité, elle est vraiment intéressante parce que, comme je l'expliquais bon, rapidement avec le schéma que je vous ai montré, le schéma est un peu un miroir de ce que je faisais et de cette fluidité-là. Mais dans le schéma que je vous ai montré, il y avait les matérialités, il y avait les processus, les imaginaires, mais peut-être moins les personnes. Mais finalement, les personnes occupent une place extraordinairement importante. On travaille tout le temps en équipe, d'une façon ou d'une autre. Et je faisais une confidence à Louis-Claude où je lui disais finalement, ce schéma, la pièce que vous avez entendue, je ne l'aurais jamais fait sans les gens que j'ai côtoyés, particulièrement, je dirais, à l'UQAM au début. Et maintenant, je sens que c'est ce dispositif humain, ces relations avec les personnes, à travers le GRMS, rencontrer les gens de Concordia, Sandeep, Ricardo, tout ça me change profondément et modifie profondément ma façon de voir les choses plus triviales comme les dispositifs techniques que peuvent être un dôme de haut-parleur, etc. Donc, ça, c'était vraiment la couche qui était la moins explicite, qui est encore la moins explicite pour moi, mais que Louis-Claude aborde gentiment pour me permettre de m'exprimer. Oh, si tu me permets, Simon-Pierre, je Oui, vas-y. continuerai un peu à te torturer. OK. Pour Avec moi, plaisir. je reviendrai sur cette idée de la partition. Et puis, qu'en est-il de la partition en lien avec les matérialités et puis les processus? Tu avais des choses intéressantes, ça a l'air comme planté, là, mais tu avais des choses très intéressantes là-dessus. Oui, bien, c'est clair que pour moi, finalement, je me souviens de Bertalanffy qui disait System is everywhere. Finalement, la partition, elle est à beaucoup plus d'endroits qu'on pense. Plus on s'en éloigne, moins on est dans une partition papier, plus il y a des partitions. Et pour moi, c'est clair, par exemple, que dès les premiers moments où je suis arrivé ici au Dôme, on était bêta-testeur pour le logiciel SPAT 2017, le premier concert en 2018, jusqu'à quel point ça, ici, c'est une partition. Un simple exemple, si vous faites déplacer un son ici, vous installez le même dôme équivalent, mais qui est presque 2 fois plus grand en bas, ben, cette relation, on parlait du temps humain, mais il y a le temps-espace. Et tout soudain, ce temps-là, ce mouvement dans l'espace n'est plus du tout le même. Pourtant, dans la machine, la... okay, si on a fait un saut, je l'ai pointé. C'est pas toi la machine, c'est à côté. Donc, dans la machine, il va l'exécuter exactement
dans le même temps machine, on s'entend. Et voilà, donc cette partition-là, elle est vraiment omniprésente et tous ces agencements de l'environnement, les gens, les technologies qui teintent notre travail tout en nous permettant des choses, nous libérant, et tous les processus et procédés alentour de ça forment une genre de grande partition. Donc, c'est un peu là où j'en suis en ce moment. Donc, au moment de créer, de faire une pièce, pour moi, tous ces agencements deviennent de plus en plus explicites dans l'approche qu'on développe ensemble, Louis-Claude, le dispositif. Merci, merci Simon-Pierre. Ce que je trouve intéressant, c'est de réfléchir d'un côté. Moi, je partais de Bruno Latour, je partais d'une vision de l'esprit pour enseigner la recherche-création en médias et en quoi elle se distinguait d'une recherche-création de type artistique. Et puis, maintenant, une fois que le modèle est lancé, c'est intéressant de le mettre à l'épreuve. Et puis, je me rends compte que les catégories ne sont plus si étanches qu'on le pensait. Et ça en est j'en suis fort heureux. Donc, il n'y a pas de modèle sans personne qui l'instancie, puis il n'y a pas d'instanciation sans les modèles pour le réfléchir. Donc, ben, merci Simon-Pierre. Maintenant, c'est mon petit bout à moi. C'est un petit bout plus risqué. L'idée, c'est que Simon-Pierre m'a parlé de la conduite d'écoute. Et puis, j'ai tenté de mettre un peu de chair théorique, tu peux changer. Maintenant, les gens sont probablement tannés de voir celui-là. Donc, l'idée, c'est qu'au départ, je me suis trouvé pas mal bon, c'est ça que j'écrivais, d'avoir pensé, tiens, une conduite d'écoute, j'ai connecté ça avec la théorie des affects. Et puis, l'idée, grosso modo, de façon tout à fait grossière, un affect, c'est qu'on est affecté et puis, en étant affecté, on va affecter quelque chose. Et tout ça se passe en dessous de la rationalité, devrait se passer en dessous de la rationalité, selon le modèle. Donc, je me suis dit, allons-y, allons-y, pourquoi pas moi? Donc, je me suis dit, ma conduite d'écoute, ça va être d'être affecté par la musique et puis d'affecter ma main en écrivant. Donc, c'était l'idée d'essayer d'imaginer une conduction entre la sensorialité, le ressenti, et puis affecter une motricité qui est la main, l'écriture. Thème qui, de plus en plus dans la littérature, on revient à l'écriture à la main, l'importance de l'écriture, etc., etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et donc, l'idée là-dedans, c'est deux choses, c'est-à-dire de se mettre en état d'être branché sur nos affects. Et c'est là l'idée de la mise entre parenthèses de tout ce qui est extérieur et éventuellement de tout ce qui est ceci est ou encore ceci veut dire. C'est-à-dire l'espace de couche de rationalisation qui est celle de la signification. Donc, voilà, allons-y, allons-y, allons-y. Donc, et puis pour faire ça, ben, l'idée, c'est de se retourner vers soi. Donc, de prendre son attention et puis de se retourner vers soi. Nathalie Desprats a de très belles pages là-dessus. Maintenant, j'ai pensé aussi, parce que plusieurs personnes autour de moi pratiquent la pleine conscience, donc j'ai fait le lien entre être en position d'écoute et puis une pleine conscience ou une présence à soi, à son émotion. Donc, voilà, je me suis lancé. Et puis, Simon-Pierre, bon, m'a assis devant l'ordinateur, et puis là, tu es parti. Donc, et là, tout à coup, oh là là, oh là là, première tergiversation, là, est-ce que je suis vraiment en train d'être dans mes affects ou je ne suis pas dans mes affects? Donc, il est arrivé toutes sortes de perturbations dans mon écoute qui étaient liées au fait que c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, et hop, je me suis, et à tous les coups, je me disais, bon, allons-y, allons-y. Je revenais, donc je me prenais moi-même en charge, et puis je me ramenais dans l'affect. Et puis, tout à coup, je me suis mis à écrire. Et puis là, je me suis demandé, hop, deuxième décrochage, enfin, parmi une série de décrochages, mais dans le fond, c'est quoi un affect? Et là, la pièce continuait, on tourne. Et puis, là, comme je dis, je prends mon attention à deux mains, puis je la ramène encore là. Et puis là, je me demandais, et puis ça va être un sujet de discussion tantôt, est-ce que plus le volume est fort, plus il y a du mouvement, est-ce que plus je suis affecté, donc
questions. Là, je décroche, je me dis les mots, est-ce que je tombe dans le langage, etc., etc., etc. On continue. Et puis, tout à coup, à un certain moment, très, très peu, tout à coup, j'ai réussi, peut-être pendant 30 secondes, une minute, à vraiment être branché et puis à écrire en même temps que j'étais affecté. Donc, j'en ai pris une grande fierté, un grand soulagement. Ça marche, ça marche, ça peut marcher. On tourne encore. Et quel bilan je fais de cette expérience-là? Après tergiversation, ramener l'attention, etc. C'est plus facile à penser qu'à incarner. Comme beaucoup de choses, plus facile à penser qu'à faire. Par contre, j'y ai réussi un peu. Maintenant, malversation. Pas dans la salle où vous êtes pendant que j'ai fait l'écoute le lundi. Je l'ai fait le lendemain dans l'après-midi. J'ai passé l'après-midi à réécouter la pièce. Et puis, effectivement, j'ai triché. C'est-à-dire que j'écoutais, j'arrêtais, j'écoutais, j'arrêtais, j'écrivais. Donc, mais il reste que je n'ai pas retouché l'écriture que vous avez devant vous. Donc, c'est à peu près en continu ce qui est advenu pendant le truc. Et puis, ben, ça me vient toujours le mantra de Samuel Beckett. Vaut mieux essayer que réussir. Donc, voilà. Donc, autre chose, tiens, je vais faire une autre malversation. Je suis dans un truc présentement d'écriture comme forme de recherche. J'ai découvert ça quand j'ai fait un projet d'écriture qui s'appelle, et là je cite, Ciel, mon écriture est devenue poste. Dorénavant, je fais de la recherche par l'écriture, où je me suis rendu compte que l'écriture et le flot d'écriture étaient une forme de recherche, un peu comme vous en recherche-création, quand vous faites de la recherche par la création. Moi, je me suis dit, tiens, je vais faire de la recherche par l'écriture. Et puis, je termine ma malversation en vous invitant à consulter mon texte sur le site lcpaquin.com. Voilà. Donc, dans une autre tergiversation que je veux vous offrir, c'est le langage et l'écriture. On ramène souvent le langage sur l'écriture ou on rabat l'écriture sur le langage. Et puis, moi, je prétends que dans l'écriture, il y a plus que le langage qui est de nature analytique, etc., etc., etc. Donc, c'est ce que je cherche à explorer. Et puis, ben, je remercie Simon-Pierre de m'avoir donné cette opportunité. J'ai aucune prétention d'autre que d'avoir essayé d'inscrire ce qui s'est passé durant ce petit moment de recherche par l'écriture. Merci beaucoup, Louis-Claude. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps, mais s'il y a une question, un commentaire, on pourra y répondre. Bon, c'est concluant. Oui, Sandy. Tu vas frapper au début de ta pièce. Oui. Pour filmer. Merci. D'ailleurs, c'était en fait deux types d'immersivité qui étaient présents, c'est-à-dire on commence avec la voix. Et la voix, c'est un point pour nous, dans la perspective spatiale. Et on est immersé dans la voix parce que ça connaît la voix humaine, c'est très clair. On connaît ce dispositif, c'est-à-dire on est complètement immersé dans la musique. Oui. Et après, ça devient une phrase, la musicalité, si je veux dire, c'est-à-dire la sonorité devient moins humaine et plus spatiale. Et là, on entre dans une autre phase d'immersion, qui n'est pas immersion dans la musique, dans la perception, mais dans un bain plutôt. C'est pas plus une action active. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme tu l'as contrasté. Et vers la fin, tu nous fais bien, jusqu'à ce moment, vers la première signification. Je trouve ça très intéressant. Ben, merci beaucoup parce que c'était vraiment dans mon intention. Puis tu sais, comme compositeur, que ça fait plaisir quand, par hasard, quelquefois, nos intentions concordent avec la réception, mais c'était vraiment ça. Là, au début, c'est le vestibule. Moi, je l'appelais le vestibule avant de rentrer. Et voilà, c'est la voix qui vient nous chercher. Ensuite, c'est la physicalité. Et il y a des moments où la voix, grâce au logiciel inspiré du programme Chant,
de l'IRCAM, spécialement les formations d'ondes formantiques, qui nous permettent de travailler les formants puis d'arriver à des voix vraiment presque humaines et d'avoir des tonalités et des hauteurs paradoxales qui tout d'un coup se séparent. De là jusqu'à des sons qui sont carrément, qui ont l'air de venir complètement d'ailleurs. Mais le matériau, c'était la voix, donc il y avait une sorte d'expérimentation du matériau aussi, mais c'était plus ce que tu mentionnes qui était mon objectif. Donc, merci beaucoup d'avoir relevé ça. Merci. Donc,